Industrial Nation, c'est parti pour un nouveau numéro de notre podcast Industrial Growth. Je suis avec Noémie Aguetan. Noémie, c'est notre channel consultant chez HubSpot. Elle nous accompagne depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et c'est à Noémie qu'on doit beaucoup des succès qu'on a rencontrés là depuis 2 ans. Et donc, Noémie, je vais te demander peut-être un peu de te présenter. Et l'idée, c'est qu'après, on parle un peu d'inbound marketing, notamment d'inbound marketing appliqué au secteur industriel et B2B. Parfait. Enchantée et ravie de pouvoir faire ça ensemble aujourd'hui. Donc, oui, je me présente. Je suis Noémie, Noémie Aguetan. Je travaille depuis maintenant plus de 3 ans chez HubSpot. Le temps passe très vite, surtout dans une entreprise comme ça qui grossit et qui va très, très vite. Donc, c'est super intéressant. Pour donner aussi un peu de background, c'est que ça fait longtemps que je fais de l'inbound marketing. Avant ça, je travaillais aussi pour une filiale américaine pour développer l'inbound chez eux. Donc, voilà, ça fait quelques temps que je suis dans les tuyaux. C'était une boîte dans le secteur industriel, je crois, de mémoire, non? C'était une boîte qui travaillait dans le pharmaceutique, la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ok. Et donc, tu avais fait de l'inbound avant d'être chez HubSpot. Donc, c'est quoi? C'est les années. C'était en quelle année que tu as commencé vraiment de l'inbound? Parce que nous, en France, c'est quand même récent. C'était en quelle année? Écoute, c'était il y a 5 ans, donc c'était, D'accord, d'accord. on va dire, encore un peu les débuts d'HubSpot. Je suis rentrée dans cette boîte-là et on a travaillé avec HubSpot, on a commencé avec eux et on a tout développé. Et c'est après pour ça que je suis rentrée chez HubSpot et j'ai bougé des États-Unis jusqu'en Irlande. Jusqu'en Irlande. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes des agences comme les miennes. Tu peux nous parler un peu de ton poste, ton Ouais. rôle chez HubSpot? Mon rôle chez HubSpot, donc maintenant j'accompagne les agences, enfin spécifiquement les agences sur le marché français et espagnol. Et mon rôle, c'est de les aider à se structurer, à lancer leur propre marketing, inbound marketing, à grandir, donc mettre des process en place, gérer leurs clients, mais je les aide aussi et je les accompagne à mettre en place la stratégie de leurs clients. Donc c'est vraiment un rôle assez complet et très intéressant. Combien d'agences t'accompagnent aujourd'hui? Un certain nombre. Je ne veux pas le dire, mais je sais qu'il y en a Non, beaucoup. non, Je vais te un poser- certain nombre, mais des agences vraiment très intéressantes Ouais. sur les deux marchés. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer. Les challenges dans l'inbound marketing sont vraiment similaires. Donc, et puis, c'est toujours intéressant de voir, nous, on travaille ensemble depuis 2 ans, de Ouais, voir l'évolution depuis l'évolution. le début jusqu'à maintenant. C'est vraiment hyper intéressant et satisfaisant même. Et bien justement, ça c'est une bonne transition, je te remercie. On dirait que tu as fait ça, t'as fait ça toute ta vie. Par où on commence quand on veut mettre en place une stratégie d'inbound? Moi, je me mets à la place d'un ou d'une responsable marketing qui a entendu parler de ça, qui sent que c'est quelque chose qui peut générer des résultats pour sa boîte. Mhm. C'est quoi quels conseils tu donnerais? Par quoi je dois commencer? Par quoi commencer? C'est une super question. Surtout parce que dans l'inbound marketing, il y en a beaucoup. Enfin, quand on regarde, même on lit la méthodologie, même quand on lit le blog d'HubSpot, c'est qu'on parle de l'innurturing, on parle de toutes ces différentes méthodes et qu'au final, c'est comme une montagne et c'est important je suis très process, mais d'avoir un process ou en tout cas de savoir quelles sont les premières marches on doit prendre pour pouvoir y arriver. Parce que sinon, on se perd très vite. L'inbound marketing, ça met du temps à se mettre en place. Donc ça, c'est important de le dire. Ça met du temps à se mettre en place et c'est vrai que si on s'essouffle, ou en tout cas si moi en tant que marketing manager, je m'essouffle rapidement avec l'inbound marketing ou je ne suis pas capable de suivre, il n'y aura pas vraiment beaucoup de résultats. Donc je pense que c'est important d'être conscient de ça et quand on le met en place, de faire en sorte que les premières marches vont aussi être des premières marches qui vont aider dans le long terme, mais aussi dans le court terme pour pouvoir, comme un dirigeant va vouloir voir des résultats dans les investissements qu'il a fait. Et c'est important pour un directeur marketing de pouvoir présenter ça, mais aussi en parallèle de travailler sur le long terme. Donc, une des premières choses que je ferais si je devais implémenter l'inbound, c'est déjà de pouvoir faire une évaluation de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire de regarder mes réseaux sociaux et de faire une évaluation honnête. Enfin, on n'est pas Transparente. et transparente, exactement. C'est vraiment là, c'est pour avancer. Donc, qu'est-ce que je dois faire et faire en sorte de tout sortir, de rien laisser sous le tapis pour avoir après un plan cohérent. Donc, c'est évaluer les réseaux sociaux, évaluer son site web. Ça, c'est le point même, je dirais, le clé.
le site web, évaluer aussi quels sont les systèmes qui sont utilisés maintenant. Est-ce que c'est des systèmes qui sont complètement désynchronisés? Je ferai aussi une évaluation parce que l'inbound marketing, ça demande des ressources pour créer le contenu, etc. Donc, regarder qui dans mon équipe pourrait travailler, ou qui pourrait participer à ça. Et aussi, et finalement, le contenu. J'en ai parlé un peu avec les équipes, mais histoire de maximiser, d'avoir des résultats le plus rapidement possible, voir quels sont les outils, les contenus que je peux utiliser tout de suite sans avoir besoin à les créer. Ouais. Ça, c'est un peu la stratégie quick wins, comme vous le dites chez HubSpot. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir tout de suite des fruits faciles à cueillir. Et exactement, c'est quick wins, on ne pourrait pas. Je suis très partisan Ouais, du genre de stratégie. Non, mais c'est exactement ça. C'est quick wins, c'est faire en sorte que, par exemple, de pouvoir mettre, si on a un contenu qui a jamais été publié, qui est hors ligne, donc le digitaliser, le mettre derrière un formulaire, rajouter un CTS sur le site web. Ça prend pas beaucoup d'efforts, mais c'est capitaliser sur les visites du site pour pouvoir déjà commencer à transformer ça en client, non, mais en contact et en client potentiel. Ouais. Il y a quelque chose que moi j'observe souvent, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui se disent, les prospects notamment que je contacte, oui, mais qui sont conscientes du site web et qui focalisent beaucoup sur le site web. Ouais. Et en gros, qui vont te dire, oui, mais on reparlera d'inbound quand on aura fini la refonte de notre site. Je viens de démarrer la refonte du site. Moi, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. J'ai beaucoup de mal, moi, à adresser cette objection parce qu'ils ont raison. C'est-à-dire que le site est souvent tellement… mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui sont dans ce process de se dire, il faut commencer par le site? C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un beau site? Est-ce qu'on lance tout en même temps? Alors, c'est une excellente question parce que c'est quelque chose auquel nous, on fait face aussi. Donc, on a des clients qui rentrent et qui disent non, 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 on fait notre site et on verra après. Ça, c'est un risque. Un risque, pourquoi? Parce qu'on sait que tout directeur marketing ou directrice marketing qui nous écoute ou qui va écouter ce podcast le sait ou qui a créé un site en tout cas, que quand on dit que le développement d'un site, ça prend 3 mois, au final, ça en prend 6, mais après, il y a de retouches, parfois, ça fait 9. Donc, au final, tous les objectifs qui ont été décidés en début d'année, au final, vont même pas pouvoir être atteints parce que le site aura pris tellement de temps et ça aura été une perte d'opportunité. Donc, ce que je veux dire, c'est pas… Mon message ici, c'est pas de ne pas créer le site parce que ça, c'est important, mais je pense que c'est de le faire plus par étapes. Donc, on parle souvent, nous, de growth driven design. Donc, c'est avoir un site qui soit bien pour être lancé, mais avoir un développement et une amélioration du site en continu. Ouais, je comprends. Ok, donc on lance, en fait, ça veut dire qu'on se fixe, on part peut-être sur quelque chose de moins ambitieux, on lance le site, en même temps, c'est l'occasion de travailler sur les bases de la stratégie, les fondations de la stratégie, et ça permet de gagner du temps et aussi de ne pas se planter, parce que le risque aussi, c'est de faire un site et de se retrouver dans 9 mois ou dans 6 mois avec un bébé qui ne colle pas avec la démarche inbound, qui est mal fait, qui n'est pas optimisé. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Enfin, j'imagine que chez HubSpot, vous le voyez aussi régulièrement. Non, ça c'est quelque chose et ça peut être un vrai risque parce qu'au final, c'est un investissement qui est fait par une entreprise qui est souvent assez élevée, surtout dans des sites qui peuvent être costauds. Et si au final, quand on démarre l'inbound, on fait un travail assez profond dans les personas, quelle est l'audience à laquelle on veut s'adresser, quels sont nos potentiels clients, quels sont leurs challenges, ce dont ils ont besoin. Et donc, monter un site seulement tourné vers l'entreprise ou un moi, au final, c'est perdre son temps, c'est perdre son investissement et c'est refaire un travail derrière. Donc, c'est un peu faire un doublon et pas très intéressant. Et puis avec le risque que la stratégie inbound qu'on va développer ne fonctionne pas parce que justement le site n'est pas optimal. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très… Complètement. Ouais. Complètement. Mais juste pour revenir, si par exemple, tu discutes avec quelqu'un qui a envie de commencer l'inbound, mais qui est en phase de redesign du site, je pense que ça peut être une autre opportunité qui peut être intéressante, c'est de capitaliser sur le site qui est déjà existant avec les techniques de quick wins qu'on a, pendant que toi, en tant qu'agence ou même une entreprise qui travaille seule avec les ressources en interne, puisse continuer à développer son site en même temps qu'elle est en train de développer la stratégie, comme on parle de persona, pour pouvoir l'adapter au fur et à mesure. Mais vraiment, ne pas perdre un temps de 6 mois où il ne se passe rien, ce qui serait dommage. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai des prospects que j'ai contactés l'année dernière qui veulent faire de l'inbound, mais qui sont toujours en train de refaire leur site et qui ne s'en sortent
pas parce que rien que le cahier des charges, parfois, ça prend 3 mois à écrire, quoi. Mhm. Quelles sont les principales difficultés qu'on peut, à tes souhaits, qu'on peut Pardon. rencontrer dans la mise en place un petit peu d'une stratégie inbound? À quelle difficulté je peux m'attendre dans les premiers mois? En tout cas, c'est quoi les risques classiques que tu as observés? Euh, les risques classiques, il y en a, pour moi, il y en a deux de risques classiques. Le premier, c'est en termes de ressources. De ressources parce qu'il y a beaucoup de contenu à. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui n'a pas beaucoup de contenu, que ce soit en ligne ou hors ligne, c'est vrai qu'il y a les premiers 6 mois, il y a une création de contenu qui est assez intense. Donc ça, si c'est fait en interne, c'est quelque chose qui peut parfois être assez conséquente pour une entreprise. Donc, c'est vraiment utiliser les équipes, les différentes équipes ou les différents acteurs qui sont experts dans leur domaine. Donc, vraiment utiliser ce genre de ressources-là en moyen, enfin, comme peut-être une solution à moyen terme jusqu'à ce que ça se développe et que le processus se mette en place. Ça, c'est une des premières difficultés. Il y a une autre difficulté aussi que je vois quand je suis en train de parler, c'est souvent le fait que ce soit communiqué en interne. Parce que parfois, il y a le directeur marketing qui est à fond, je l'inbound, ça y est, j'ai fait le premier pas, je me lance. Mais s'il n'y a pas un buy-in en interne de toutes les équipes, notamment sales, et ça c'est vraiment le plus important, mais aussi je pense que c'est vraiment une démarche globale et ça c'est important que ce soit communiqué et que toute l'entreprise, on parlait par exemple, il y avait une bande et Brian Halligan parlait de vecteurs, que tous les vecteurs soient Les alignés. vecteurs sont alignés, ouais. Donc c'est vrai que l'inbound en fait c'est la même chose. C'est faire en sorte que tous les vecteurs d'une boîte soient alignés et puissent aider à la croissance de l'entreprise. Mais que ce soit l'inbound ou autre. Je pense que l'inbound parfois est un bon outil Pour structurer d'autres choses, quoi. pour structurer d'autres choses, exactement. C'est clair. En fait, on se rend compte que quand on avance dans la démarche inbound, on se rend compte que ça pose des questions qu'on n'avait pas imaginées au départ. Parfois on tire le petit bout de la ficelle en se disant, ben, on va lancer un blog, on va lancer le truc, l'inbound, c'est ça. C'est souvent l'image qu'en ont les gens, hein, c'est créer du contenu, réseaux sociaux, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, ça va beaucoup plus loin et que ça impacte aussi l'organisation commerciale. Je pense que tu me contrediras pas là-dessus. Non, non, non. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité. Il y a une vraie opportunité que l'équipe marketing et que l'équipe commerciale puissent travailler ensemble. Enfin, l'alignement sales et marketing, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, on entend parler quand même pas mal ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc c'est vraiment clé et surtout de capitaliser parce que et je suis vraiment d'accord avec toi sur on parle beaucoup de créer du contenu, mais c'est pas seulement ça, c'est capitaliser sur la base de données qu'on a. C'est comment faire en sorte que on aide les commerciaux à discuter avec les prospects qu'on est en train de générer. Comment est-ce qu'on raccourcit le cycle de vente? Parce que là, c'est de l'inbound, c'est pas de l'inbound marketing, c'est de l'inbound sales, mais ça a un pouvoir tellement important Ouais, en termes de que résultats, c'est ouais. dommage de pas le. C'est vraiment. Enfin, Ouais. c'est vraiment dommage de ne pas le faire. Voilà. Donc, tu parlais d'avoir le buy-in de toutes les équipes. Est-ce que tu as Ouais. des recettes si je suis un directeur marketing qui veut convaincre son collègue commercial et pourquoi pas la direction? Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais si toi, tu étais dans une boîte où tu es convaincu de l'inbound, comment tu t'y prendrais en fait Mhm. pour montrer la valeur du truc? Parce que ce qui est compliqué, c'est que les résultats, on le sait, viennent à long terme avec l'inbound. Pour des gens qui ne sont pas dans le marketing, parfois ça peut paraître un peu nébuleux tout ça, mais il y a quelqu'un qui me Mhm. parlait d'enfumage l'autre fois. L'autre fois, il y a un Ah commercial ouais. qui me dit, j'ai toujours l'impression de me faire enfumer quand je parle à des agences. Euh, C'est oui, costaud. mais je le comprends C'est honnête. parce que tu arrives, tu lui parles d'inbound marketing, on lui parle d'analytics, on lui parle de blogging. Et le gars, c'est quelqu'un qui avait été interrogé pendant, je crois, 3 ou 4 mois par une agence pour créer des billets de blog. Ouais. Et à la fin, ils ont donné beaucoup de temps Ils ont rien eu. et ils ont été très frustrés derrière. Ouais. Pour éviter ce genre de déconvenu, quel conseil tu donnerais? Bah déjà, pour l'alignement, je pense qu'on vient toujours, et ça, on en parle beaucoup, on vient toujours aux objectifs. C'est les objectifs, quels sont les objectifs de l'entreprise? C'est pas seulement, c'est les objectifs de l'entreprise et après, utiliser un système d'ingénierie inversée en disant, OK, on veut ce nombre de chiffres d'affaires. Je parle évidemment pour les entreprises B2B, Ouais, ouais, bien sûr. avec un cycle d'achat qui est souvent assez long, ou en tout cas
Donc, de faire le revenu, après le convertir en nombre de clients en fonction du panier moyen, et après de descendre à, ça veut dire combien. Après, c'est le déstructurer en fonction du processus commercial, donc de toutes les étapes qui ont été, si elles ont été évidemment analysées, parce que ça arrive parfois qu'on n'a pas vraiment idée Pas vraiment. de la durée, etc. Nous, par exemple, chez HubSpot, on sait exactement les 4 points, goal and setting, exploratory, connect, etc. Et après, SQL, donc c'est-à-dire lead qualifié pour être passé à un commercial, lead qualifié pour un marketing, c'est-à-dire qu'il puisse le passer au commercial, lead et visite. Et après, ça nous donne à peu près une vision globale des actions qui doivent être mises en place pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Donc après, comment avoir le buy-in? Si un directeur marketing va à son dirigeant ou à son directeur commercial en disant je dois plus faire Facebook, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Non, mais et ça, je comprends. Enfin, je me mets à la place d'un commercial en disant on doit investir pour publier plus sur Facebook. C'est quel intérêt? Non, mais voilà, on doit publier plus de blogs, je dois investir tant pour faire des articles de blog. Ça ne veut pas dire grand-chose, et je pense que c'est une erreur aussi dans la communication. Et ce qui fait perdre en fait pour les directeurs marketing beaucoup de poids. Donc comment transvaser ça? Revenir aux objectifs et revenir à la valeur. Mon objectif en tant que directeur marketing, c'est d'apporter ce nombre de leads. Parce que si je t'apporte ça, potentiellement, voilà l'impact que ça peut avoir pour toi et ton équipe. Un directeur marketing, il a plein de commerciaux. Savoir que ces commerciaux vont performer beaucoup mieux que ce qu'ils ont, leur faciliter la vie, etc. C'est vraiment trouver les arguments qui leur parlent. On parle de revenus, on parle de visibilité sur leur processus commercial et sur les leads qui sont en train d'être gérés. Bref, c'est savoir quel est le langage que l'un directeur commercial et qu'un dirigeant parle pour pouvoir monter son argumentaire. Ouais. Exactement. Je partage ça avec toi, et c'est ce que m'avait dit le fameux commercial qui me parlait d'enfumage. Dès qu'on a commencé à parler d'objectifs, de chiffre d'affaires, de nouveaux clients générés, de durée du cycle de vente, identifier des points sur lesquels le marketing peut aider, notamment dans les phases de discussion commerciale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la phase d'attraction. Totalement. On oublie aussi qu'un commercial, il a besoin de contenu. Quand il est en train de discuter, il a besoin peut-être de choses qui n'existent pas, qui ne sont pas prêtes, et qui lui feraient gagner beaucoup de temps pour créer aussi de la confiance avec ses prospects. Et vice-versa, parce que l'équipe marketing a besoin aussi de savoir les discussions qu'un commercial est en train d'avoir avec des potentiels prospects, parce que ça peut faire émerger pas mal de choses que l'équipe marketing après peut utiliser pour amener plus de potentiels clients qui sont encore plus qualifiés, et après avec le contenu qu'ils ont créé et les emails, etc., les amener à… Les meilleurs contenus viennent des commerciaux, viennent des questions posées aux commerciaux en général. En tout cas, c'est vraiment un contenu qui aide. C'est des contenus qui fonctionnent bien. Exactement. Donc, tu parlais par exemple, quand je reviens à la première question, par où commencer? Directeur marketing, quelles sont les questions les plus fréquemment posées aux commerciaux, et puis commencer là-dessus. Quand on se demande quel contenu on va créer, c'est un bon point d'entrée. C'est un super point d'entrée, exactement. Ok, super. Donc là, j'ai mis en place ma stratégie. Imaginons que j'ai convaincu mon dirigeant, on y va. Donc, on sait que c'est des investissements qui sont relativement importants. Et moi, je le dis souvent dans les vidéos ou les contenus qu'on crée. C'est un investissement. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a parfois l'impression qu'on a des grandes ambitions, on peut avoir de grands objectifs, mais si on ne met pas l'investissement qu'il faut derrière, on récupérera des résultats en fonction de l'argent qu'on aura mis sur la table. Est-ce que tu partages un peu cette analyse? Alors, je la partage, mais à moitié. Pourquoi? Parce que oui, évidemment. Déjà, ça dépend les objectifs. C'est que parfois, je vois des clients avec lesquels on commence qui ont des objectifs. C'est un peu des objectifs sortis du chapeau. Donc, c'est vraiment important ça, en tant que dirigeant marketing ou même dirigeant d'une boîte, de faire de la mise en place de ces objectifs-là, parce que ça peut avoir un impact tel sur l'entreprise que c'est un exercice difficile, mais il est vraiment important d'être pris au sérieux. Donc après, oui, c'est un investissement. Après, je pense que si on a fixé des objectifs qui sont atteignables, qui sont avec une timeline, des objectifs SMART comme on dit, si après on met les étapes qui vont bien au fur et à mesure, il y a des raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher, mais je pense que la plus grosse raison pour laquelle il n'y a pas de retour sur investissement,
c'est pas le fait que ça prenne du temps, parce que ça, au final, quand on parle de quick win, quand on parle de stratégies qui sont mises en adéquation avec les objectifs, ce qui fait manquer le retour sur investissement, c'est l'alignement avec les commerciaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Si la boucle n'est pas bouclée, ça fonctionne pas et on aura peut-être de bons résultats d'un point de vue marketing en termes de trafic, de leads générés, mais si derrière ça suit pas, c'est un gros risque en fait. Je crois que c'est le principal risque que j'ai pu observer moi avec mon humble expérience là depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant où on pratique ça. Ah non, mais c'est le risque même principal. Et c'est pas pour rien que HubSpot est en train d'avancer toujours plus avec son CRM. Ouais. Maintenant, dans l'accompagnement commercial, on a les certifications d'inbound sales pour aider les commerciaux, parce qu'on sait que les équipes marketing sont capables de générer des leads qualifiés et dans la quantité que l'entreprise a besoin. Mm. Là où ça coince, c'est le fait que les commerciaux sont soit pas entraînés ou pas formés, soit il y a pas mal de raisons qui font que les leads ne sont pas travaillés Je ne pas travailler. euh, Ouais. ou les commerciaux ne savent pas comment les travailler aussi, parce Mm. qu'on parle on change de méthode, il y a une approche qui est différente, donc il y a vraiment ce temps de formation-là et d'adaptation qui est important. Donc vraiment, et ça pour revenir, si vous commencez avec l'inbound marketing, c'est faire en sorte que les commerciaux soient mis dans la boucle. S'il y a une grosse équipe commerciale, c'est d'avoir un commercial, qui se charge des premiers leads, qui se forment et qui commence cette dynamique positive pour après être partagée à l'ensemble de l'équipe. C'est vraiment très très important en fait je pense qu'il faut même pas attendre d'avoir engagé d'avoir des résultats en marketing, c'est-à-dire qu'il faut à mon avis aujourd'hui les aligner ou commencer à intégrer les commerciaux même en même temps qu'on lance le marketing parce que ça prend du temps aussi d'accompagner des commerciaux et il faut leur faire comprendre que c'est un changement de mentalité, surtout dans le secteur industriel on a des commerciaux qui sont plus technicaux, donc c'est Ouais. pas des gens qui savent forcément beaucoup prospecter, en tout cas ce que j'ai pu observer, c'est pas des commerciaux traditionnels qui prospectent, c'est plutôt des gens qui sont dans le conseil, dans la prescription, qui Mhm. savent bien gérer les demandes entrantes, mais qui ne Ouais. savent pas trop quoi faire d'un lead qui a juste téléchargé un livre blanc ou un guide très généraliste sur leur produit, quoi. Non, et surtout, je pense que la première année, c'est une première année où c'est beaucoup de formation, c'est de mise en place, c'est les premiers leads qui sont générés, qui sont travaillés par l'équipe commerciale après. Mais je pense qu'il y a une partie aussi où c'est vraiment de travailler et de collaborer ensemble. C'est Ouais. oui, peut-être que les premiers leads qui vont entrer ne seront pas qualifiés parce que c'est un travail, il y a un apprentissage qui doit être fait aussi. Donc, c'est de faire en sorte que l'équipe commerciale puisse aider l'équipe marketing à définir qu'est-ce qu'un lead qualifié, parce que ça, c'est souvent une erreur qu'on voit aussi, c'est que la définition d'un lead qualifié pour le marketing et pour l'équipe commerciale est complètement différente. Ouais, c'est Donc, clair. c'est le premier meeting en disant ça explose parce que personne n'est content et au final, on perd le buy-in et Ouais. après, on va droit dans le mur. Et puis on a des discussions du genre non, mais celui-là, c'est pas vraiment un lead, ce que j'appelle moi un lead. Chacun a sa définition du lead. Il y a des capacités à développer des définitions différentes du mot lead ou lead qualifié qui peuvent être assez impressionnantes dans la même entreprise en plus. Donc ça aussi, c'est une occasion, je pense que quand on met en place l'inbound, déjà de se mettre d'accord sur à qui on s'adresse, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un bon prospect pour mon entreprise. Et nous, c'est une des premières discussions qu'on a avec les clients aujourd'hui. On a même mis dans les réunions de kick-off définition, qu'est-ce qu'un lead, qu'est-ce qu'un MQL, je pense que c'est vraiment primordial, quoi, de se mettre d'accord sur le vocabulaire et sur la définition. Ça, c'est clé et je pense que ça permet aussi d'avoir des discussions constructives dans le Ouais. futur parce Ouais, que là, ce type de discussion où ça ça sert à rien. sert à rien, ça ne fait avancer personne. Donc, on reparle de vecteurs et ça, c'est un des points clés. Bon, vous l'avez retenu, hein, le truc des vecteurs. Un vecteur, on le voit partout. Vraiment que c'était. Mais je crois que c'est Elon Musk hein, qui avait donné Ouais, cet c'est ça. exemple-là. Ok, donc tu as parlé un petit peu de ce marketing finalement, même si on n'avait pas prévu d'entrer là-dedans. Mais en fait, on y revient tout le temps, quoi. C'est aligner équipe marketing et sales et surtout voilà, comprendre que c'est un ensemble et que l'époque où on faisait un peu de marketing tout seul dans notre coin, elle est peut-être un peu révolue. En tout cas, c'est pas ce qui permettra d'avoir des résultats. Exactement. Si on revient un peu à des sujets un peu plus marketing, toi, tu as une expérience là, depuis quelques années, tu es chez HubSpot. HubSpot, vous êtes quand même un peu à la pointe sur cette question de l'inbound. On pourrait quasiment dire que c'est vous qui avez inventé, c'est HubSpot qui a un peu inventé
ce concept, même si globalement, toutes les techniques qu'on retrouve dans l'inbound, il n'y a pas grand-chose de nouveau. En fait, c'est des choses qu'on faisait, mais l'intelligence qu'a eu HubSpot, c'était d'en faire une méthodologie et de donner ce que tu appelles des process là, qui permettent de l'appliquer avec quasiment toutes les chances de réussite. C'est quoi un peu les évolutions que tu as observées là, ces dernières années? Vers quoi on va en termes de marketing? Est-ce qu'il y a des tendances que tu as vues apparaître, que tu vois émerger, auxquelles vous croyez chez HubSpot? Ouais, non, ça c'est une super question et c'est quelque chose sur lequel on est constamment en alerte, entre Ouais, guillemets. j'imagine. La première, et ça, c'est pas vraiment nouveau, mais je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, c'est l'évolution dans les moteurs de recherche. Donc là, tout ce qui est topic SEO. cluster en SEO, donc ça, c'est vraiment important. Je pense que je vais partir en plus court terme, mais ça, c'est important que ce soit travaillé. Et on voit, moi, je travaille avec mes clients pour la mise en place de cette stratégie ou l'ajustement et l'optimisation de cette stratégie. Et on voit vraiment des résultats de manière rapide pour le coup. Donc, on sait que le SEO, ça prend du temps. Donc, quand on voit des résultats si rapides, c'est vraiment, ça marche. Donc, vraiment à suivre. Après, dans l'évolution, dans les prochaines, si je peux dire années, ça me paraît un peu loin parce que ça change tellement vite et tellement rapidement que j'avoue que même avec la boule de cristal, à 5 ans, c'est un peu c'est compliqué. Mais une des choses sur lesquelles on en a un peu parlé à Inbound et sur lequel vraiment nous on croit, c'est tout ce qui est chatbox, tout ce qui est bot, tout ce qui est messagerie instantanée. On voit le développement de Slack, de ce genre de compagnie, et c'est vrai que maintenant il y a une quantité d'entreprises qui l'utilisent qui est vraiment bien. Donc c'est comment pouvoir communiquer avec ses clients, ses potentiels prospects et répondre à leurs questions. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on croit. Même nous, là, maintenant, on investit beaucoup là-dessus. Donc, à voir comment… Avec des formes aussi d'intégration d'intelligence artificielle, sans que ça fasse tout de suite peur, mais en gros, des chatbots qui pourraient répondre aussi en partie à certaines questions qu'on pose quand la boîte est fermée, par exemple. Ça peut être pas mal, ça aussi. Exactement, et ça, même quand on regarde dans les entreprises américaines ou les startups qui se développent le plus, il y en a beaucoup qui sont dans dans les bots et les chatbots, que ça soit, bref, il y en a plein. Et donc oui, c'est ça, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir une attention à notre clientèle et exactement, même quand on n'est pas là, parce que souvent les questions qu'on voit, il y a des questions qui sont fréquemment posées. Donc au lieu de ramener vers la page du site qui est regarder les questions fréquemment posées. On vous rappelle lundi quand la boîte sera ouverte, ça peut être compliqué. Non, exactement. Et puis aller à cette page où il y a une liste de questions qui est infinie, c'est vraiment une expérience d'utilisateur qui est horrible. Donc c'est passer à un mode conversation plutôt que… un mode informationnel. Et justement, donc tout ça, ça m'amène peut-être, si on boucle la boucle, on a parlé de prospection, de tendance. Je crois savoir que chez HubSpot, justement, tout ça, vous l'intégrez aussi avec la partie delight là, de l'entonnoir de conversion. C'est une partie qu'on a tendance un peu à négliger. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle le delight, c'est la fidélisation, le réengagement, l'engagement de ses clients. Parce qu'on sait qu'il y a du business, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de boîtes qui ont des fichiers clients, qui se concentrent sur la prospection et qui oublient que dans leur base client, satisfaire le client et aller plus loin que la satisfaction. Je crois que toi, tu es bien placé pour parler de succès client. Comment on fait pour que le client atteigne ses objectifs par rapport au produit qu'on vend? Ça aussi, c'est quelque chose qui est en train vraiment de prendre de l'importance chez vous, je crois. Ouais, très bonne question. J'ai cru entendre à Inbound qu'en 2018, par exemple, travaillait sur ce que vous appelez le Customer Hub. Moi, je t'avoue que c'est quelque chose que j'attends avec impatience parce que je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à développer, surtout d'avoir dans la même plateforme, au même endroit, la prospection, le suivi de son marketing, son CRM et en plus, toutes ces questions que posent les clients parce que c'est de la vente, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai vendu, la vente n'est pas finie. Si je veux garder un client, il faut le fidéliser. Et en fait, on se concentre beaucoup sur l'attraction et on oublie vraiment cette partie-là. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc, il y a 2 points dans ta question. Le Customer Hub, donc le nouvel outil d'HubSpot. Je ne peux pas en dire plus, mais ça vient. J'espère avoir un scoop, mais…
Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Non, mais on a entendu que c'était pour 2018, donc on commence à peine l'année. On commence à peine l'année, voilà, on est en février, ouais, on vient de changer, mais non, ça c'est quelque chose, ça viendra, ça va Ouais. venir, ça a été annoncé, donc nos équipes travaillent dessus et nous aussi on a hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde, donc ça c'est bien. Après, par rapport à vraiment tout ce qui est fidélisation de clients, c'est vraiment c'est comprendre son client et on parle, et je pense que tu as tout à fait d'accord, il y en a beaucoup qui se focalisent dans l'attraction, mais c'est comment travailler cette base de clients et comment faire en sorte que ce soit des clients fidèles. Donc, on parle de la fidélisation. Donc, c'est comprendre combien de fois est-ce qu'ils achètent, quels sont on va dire les moments clés dans la vie d'un client. Et ça vous permet en marketing, pour le marketing, de pouvoir, par exemple, d'avoir un lead nurturing qui soit basé là-dessus. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, on sait que il se passe ça, ça et ça. C'est où il y a besoin, par exemple, si on parle de l'industrie, il y a besoin d'une mise à jour d'un système. J'en sais rien. Mais c'est d'avoir un lead nurturing qui soit déjà prêt et en tout cas, tous un système qui soit monté pour faire en sorte que le client soit accompagné depuis le début, c'est-à-dire la prospection, parce que c'est déjà une discussion, et jusqu'à la fin, et qu'après, il ne se pose même plus de questions, savoir s'il doit partir ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est traiter un peu préventivement et même psychologiquement, toutes les questions qui pourraient se poser quand on fait des gros achats, puisque c'est souvent le cas en B2B. On est sur des cycles de vente qui sont un peu Ouais, complexes, avec des investissements qui engagent beaucoup de monde, beaucoup de responsabilités. Donc, il y a un peu moi j'appelle ça le baby blues de l'achat. C'est qu'une fois qu'on a acheté, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Est-ce qu'on a ouais, bien fait de signer avec cette entreprise? Donc, c'est aussi traiter rassurer. préventivement, rassurer, être proactif dans la façon dont on va s'occuper du client. Et je pense que l'inbound, il a un rôle central à jouer là-dessus parce qu'on va pouvoir préparer des contenus, comme tu disais, du nurturing, des emails qui permettent en tout cas de rassurer par rapport à tout ça, quoi. Ah non, mais et ça, je comprends. Le baby blues, il y a rien de. Le baby blues, non, c'est pas ça. Le baby blues, je sais pas comment tu appelles ça. Bref, euh, non, mais ça, il y a rien de pire, et spécialement quand on achète, quand on est passé dans un processus commercial qui est long. Ouais. Et après, on achète et on n'a plus de communication, plus personne nous le parle et on est un peu laissé sans rien. C'est C'est une déception. Il peut y avoir une première déception, en tout cas, avec un premier risque qu'on met alors qu'il ne mérite pas d'être mis, quoi. exactement, exactement. Et surtout, par exemple, nous, chez HubSpot, on parle pas mal de Net Promoter Score, donc de satisfaction client. C'est un indice, en fait, pour savoir la satisfaction du client. Moi, je travaille avec mes agences pour mettre ça en place aussi. Mais c'est important de savoir, de pouvoir calculer la satisfaction du client et de pouvoir être là pour son client Ouais. depuis le début jusqu'à la fin. Et pas seulement en attendant qu'il paye et puis après, ciao, bye. Ouais. Eh ben, écoute, c'est passionnant tout ça. On pourrait parler des heures, des minutes. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Moi, je pense qu'il faudra qu'on refasse d'autres émissions, d'autres enregistrements sur certains sujets. Avec plaisir. Je suis super content de t'avoir reçu. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses. On a survolé un peu toute la démarche, de la mise en place de la démarche jusqu'à la satisfaction client. Je pense qu'à la satisfaction client, on est déjà sur des choses qui peut-être nécessitent déjà un peu de pratique. Mhm. Mais je pense qu'on a donné une bonne vision. En tout cas, tu nous as donné un bon balayage des différentes étapes de la méthodologie MODE. Je te remercie beaucoup Tant pour mieux. tout ça et j'espère à très bientôt. Merci à toi, Karim.